Ravi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs, dans Cercle des Arts. Et pour la rencontre de ce soir, nous avons sur ce plateau un grand monsieur, monsieur Abdoulaye Racine Senghor, l'administrateur du Monument de la Renaissance. Bonsoir, monsieur Senghor. Bonsoir à vous et bonsoir à vos téléspectateurs aussi. Je vais essayer de surfer votre background un peu. Vous êtes professeur de lettres, M. Abdoulaye Racine Senghor. Vous avez eu à occuper les hautes fonctions du directeur de l'enseignement moyen secondaire général, directeur des arts et directeur de cabinet du ministre de la Culture. M. Racine Senghor, vous étiez aussi le secrétaire exécutif du projet Arche pour l'harmonisation des enseignements secondaires dans les pays francophones d'Afrique, auteur de recueils de poésie et de nombreux manuels de français pour des classes, lycées et collèges, édition Hachette Livre International. Vous avez également écrit des petits romans illustrés pour enfants et vous êtes auteur de plusieurs études pour le compte de l'UNESCO et de l'Organisation internationale de la francophonie. Et vous venez tout juste aussi de préfacer le livre de Placide Mandona intitulé Léopold Sédar Senghor, approche littéraire et politique. D'ailleurs, M. Senghor, c'est de Léopold Sédar Senghor que nous allons parler, hein, un homme d'État africain, un homme qui est le premier noir à siéger à l'Académie française, le premier noir également à être agrégé en grammaire, Léopold Sédar Senghor. On va essayer de suivre son portrait. Lui-même s'est présenté dans cet extrait que je vous propose de suivre. Ce royaume d'enfance est délimité matériellement également par deux cantons. Le canton où je suis né, de Joal, et le canton où j'ai passé mes premières années jusqu'à l'âge de 6 ans, le canton de Fimela, près de Djilor. En effet, mon père était un propriétaire terrien assez aisé, mais chez les Sérères, on est de la famille de sa mère. Et ma mère était une fille de paysanne. Elle avait son frère qui était un paysan. Et chaque fois que je le pouvais, je m'échappais de la villa paternelle au sens latin du mot pour aller avec mon oncle et passer les après-midi avec les petits bergers. Naturellement, nous évoquions des histoires fantastiques et nous vivions réellement en communion avec le passé, avec les esprits des ancêtres, avec les animaux totémiques, avec les morts. Et pour moi, ça a été vraiment un royaume merveilleux lorsqu'à 7 ans, mon père m'a obligé de partir pour la mission de Joal, où j'ai reçu les premiers éléments d'éducation par le père Dubois, qui était un Normand. Ça a été un véritable déchirement pour moi, d'autant plus qu'il me fallait quitter ma mère, mon oncle et mes enfants. C'est ce royaume d'enfance mi-réel, mi-surnaturel qu'évoquent la plupart de mes poètes. J'ai été éduqué dans les traditions de nos ancêtres et aussi par mon oncle dans les traditions paysannes, de telle sorte que j'étais dans une société mixte, noble et paysanne en même temps. On m'a appris d'une part le sens de l'honneur, le sens de la dignité et d'autre part, on m'a appris le sens de la terre. C'est la coutume en Afrique noire et en particulier chez les Sérères du Sine, de veiller après le dîner jusqu'à 11h, minuit, 2h du matin. Tantôt, il y a des fêtes sur la place du village, au temps des moissons. Ce sont des luttes, des jeux gymniques comme je les appelle, luttes où le côté artistique occupe la plus grande place. Chants, poèmes chantés, dansés, théâtre. Et parfois, ce sont de simples veillées comme il y en a en Europe, comme il y en avait. Donc j'étais sur les genoux de ma nourrice
Et avec les autres enfants, avec mes frères, mes sœurs, mes cousins, nous écoutions les contes. Pendant des heures, nous vivions de la vie de nos fables et de nos contes. C'était merveilleux. Et à la mission catholique de Ngazoubil, la tradition avait été maintenue. Après le dîner, nous avions une longue récréation et le plus habile des conteurs se mettait à inventer des contes où il mêlait la civilisation négro-africaine et la civilisation européenne. Je me rappelle en particulier le pays où l'on mange la glace, où l'on se nourrit de glace. Et vous retrouverez cette expression dans un de mes poèmes. Voilà, M. Abdoulaye Racine Senghor, on vient tout juste de voir Léopold Sédar Senghor, dont l'anniversaire de décès est célébré ce 20 décembre. Voilà, Léopold Sédar Senghor qui nous rappelle beaucoup de choses, hein, un grand homme, en tant que professeur de lettres. Oui. Vous avez quelque chose à dire sur lui? Oui, Senghor, Léopold Sédar Senghor, vous avez bien raison de dire. Léopold Sédar Senghor est un homme d'État, un homme politique, mais il est d'abord un poète. Lui-même se définit comme le président poète. Et il a dit lui-même aussi que de toute son œuvre politique, son œuvre littéraire et tout, ce qu'il souhaiterait que l'on conserve vraiment, s'il y en avait un qui seul devrait résister au temps, il souhaiterait que ce soit son œuvre littéraire. Sa poésie. C'est un grand poète. C'est d'abord un grand intellectuel qui a eu les honneurs du fait de ses humanités de l'université française, de l'académie aussi, vous l'avez noté. Il a été reçu comme premier noir africain académicien. Il a été également, dans le cadre de l'activité intellectuelle et littéraire, un des piliers de la maison d'édition Présence africaine et de la revue Présence africaine, créée par notre compatriote Alioune Diop en 1947. Senghor est un essayiste qui a également produit une série d'ouvrages intitulés Liberté. Liberté 1, Liberté 2, Liberté 3, etc. Il y en a beaucoup. Et dans lesquels il a mis l'ensemble de ses contributions, conférences, interventions dans les universités, discours célèbres, grands moments en tout cas de sa participation dans les débats mondiaux. Il a écrit tout ça, mais il est d'abord un poète. Poète de nocturne, poète de hostinoir, poète de éthiopique, poète des élégies majeures, poète des poèmes d'hivernage, poète des poèmes perdus, etc. Il a beaucoup écrit de poètes. Il est aussi celui qui a mis en place la fondation Léopold Sédar Senghor, laquelle participe depuis sa création, donc depuis 1981, à la formation d'une élite intellectuelle africaine, au développement de la recherche dans les universités, mais surtout au renouvellement permanent de la réflexion et de la pensée, notamment à travers la revue éthiopique. C'est un homme multidimensionnel. Comme vous le dites, le 20 décembre prochain, il sera procédé à comme on dit, je n'ose pas dire à la célébration, mais en tout cas on va lui rendre un hommage à l'occasion de l'anniversaire de son décès. Il est le poète du royaume d'enfance. Il est également le penseur de la négritude, tout comme le penseur de l'ouverture, le penseur de la civilisation de l'universel. Voilà un peu tout ça. Senghor, on peut entrer dans les détails le concernant, mais c'est un grand homme de qualité dont l'épouse vient de nous quitter il y a quelques semaines, Colette, laissant tous les Sénégalais et tous les Africains, tous les amis de Senghor dans une grande tristesse. Bien sûr, M. Racine Senghor, nous allons suivre également cet extrait de Senghor, là où il définissait en quelque sorte la poésie.
dans l'Afrique précoloniale, nous avions une poésie orale, une poésie chantée. D'ailleurs, dans nos langues sénégalaises, le même mot veut dire chant et poésie à la fois. J'ai été très influencé par les poétesses populaires de mon village qui composaient des chants gymniques qu'ils chantaient pendant les séances de lutte, des chants de travail, des chants de danse, des chants de festin. Ainsi chez nous, ce qui sépare la poésie de la prose, ce n'est pas un certain arrangement de vers ayant le même nombre de pieds, mais chez nous il y a poésie quand il y a une unité d'accent rythmique. Le rythme, ce n'est pas la répétition, le rythme c'est la reprise, mais sur un mode différent. Je vais vous réciter par exemple un poème de Damas. Ils sont venus ce soir, où le tam-tam roulait de rythme en rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Et depuis, combien de mois sont morts, depuis ce soir où le tam-tam roulait de rythme en rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Au premier abord, il semble qu'il n'y ait pas rythme négro-africain, c'est-à-dire au début et à la fin, vous avez exactement la même phrase. Mais si vous prenez le milieu, vous voyez qu'il y a une rupture et quelque chose de nouveau qui produit un déséquilibre. Senghor il faisait partie du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire, avec Léo Gontran Damas et également d'autres intellectuels africains, antillais et autres, à travers l'étudiant noir, la revue du Monde noir et autres, ils ont pu écrire des œuvres satiriques, on peut dire, et autres pour dénoncer l'oppression coloniale et autres pour en quelque sorte valoriser l'identité noire. Voilà, il a beaucoup œuvré dans ce sens. Oui, c'est vrai. En fait, quand on parle de Senghor, quand on évoque Senghor, on pense tout de suite à la négritude. La négritude, c'est un mouvement qui a vu le jour en France, mais en tant qu'il a été conçu par Senghor, Césaire et autres, mais qui est le résultat d'un mouvement qui a commencé bien avant. Déjà dans la Harlem à New York, avant avec les Noirs américains de la Renaissance noire de Harlem. Ensuite, à Paris même, il y a eu, avant l'étudiant noir, il y a eu sur le groupe de légitime défense. Et puis il y a eu d'autres qui se sont créés. Mais en fait, l'idée à l'époque, c'était de répondre à ceux qui ont pensé que la traite négrière et la colonisation étaient légitimes et normales parce qu'on s'adressait à des peuples qui n'étaient pas civilisés, qui n'avaient pas de culture, qui n'avaient pas de civilisation, et qui donc pouvaient être taillables et corvéables à merci, vendus comme on veut, colonisés, asservis, tel que d'ailleurs Aimé Césaire le décrit dans son livre Le discours sur le colonialisme. Senghor et ses amis, les Césaire et autres, donc ont travaillé à apporter les éléments de réponse qui montrent que le noir est civilisé jusqu'à la moelle des os, pour reprendre une belle formule, et que donc c'est des civilisations qui sont florissantes, qui sont très belles et qui sont même antérieures, puisque l'homme est né en Afrique. Les grandes civilisations sont nées en Afrique, qui sont donc antérieures à beaucoup d'autres civilisations qui après ont pu les opprimer. Donc le débat c'était ça, d'abord. Et ceux qui sont suivis, bien entendu, c'est la lutte contre le colonialisme. Mais d'abord, la définition d'une identité culturelle africaine réelle. Ils ont beaucoup travaillé, par exemple, sur les arts africains. Ils ont eux-mêmes produit des œuvres littéraires qui sont la démonstration de ces formes d'expression traditionnelles africaines qui ont irrigué la poésie nouvelle, la poésie française, en l'occurrence la poésie africaine d'expression française. Quand on considère ce qui a été dit sur les arts, ce qui a été fait sur les arts, la découverte de l'art africain,
on comprend la pensée et la réflexion de Senghor et autres, parce que des artistes comme Picasso, Pablo Picasso, ont été inspirés par l'art africain. Donc c'est l'art africain qui a permis de donner un élan nouveau à l'art français, à l'art européen, notamment à travers Pablo Picasso, qui est un monstre de la peinture et de la sculpture française. C'est donc un élément, un indice fort qui montre bien que l'Afrique était civilisée jusqu'à la moelle des os. Aujourd'hui, un débat se pose sur le retour des œuvres d'art qui avaient été prises en Afrique et qui sont dans les musées européens. Mais justement, ce sont des témoins aussi, ces œuvres d'art, de cette grande civilisation, de ces grandes civilisations africaines, qu'il fallait quand même montrer au monde et leur prouver que les peuples d'Afrique, l'Afrique n'était pas une table rase. L'Afrique n'était pas une table rase, elle a toujours été un continent dans lequel ont vécu des peuples, des êtres humains qui ont développé des civilisations de très grand niveau, de très grande envergure, et que ces civilisations ont irrigué le monde, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. Ils l'ont fait. Mais après donc, comme j'ai dit, ce mouvement-là était aussi un mouvement de dénonciation, à la fois de l'esclavage et de la colonisation, mais sans haine, sans esprit de haine. Senghor et Césaire ont dit, mais tu es en moi cet esprit de haine qui n'est que haine, n'est-ce pas, qui n'a pas besoin de ça. Ils ont besoin d'être avec tous les êtres humains. Et Senghor, par exemple, a prôné le dialogue des cultures, l'enracinement et l'ouverture, le rendez-vous du donner et du recevoir. Et donc la négritude, c'était tout cela. Senghor dit, pour la définir, la négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. C'est ce que l'homme noir apporte. C'est l'ensemble des valeurs de civilisation de l'homme noir. Et dans tous les domaines. La civilisation, on sait ce que c'est. C'est les valeurs. Elles sont distribuées en beaucoup d'éléments. De la langue, aux expressions artistiques, à la vêture, à la gastronomie, à toutes ces questions-là qui sont des éléments constitutifs d'une civilisation, au mode, au comportement, au mariage, au rituel, au décès, aux naissances, etc., aux considérations, aux croyances d'une manière générale. Mais ça, on en a eu en Afrique et Senghor et autres les ont démontré. Donc, comme j'ai dit, après, il fallait se dénoncer tout cela. Et évidemment, ça va conduire à la lutte pour l'indépendance. Et ça va conduire également à l'indépendance. Il y a des moments importants qu'il ne faut pas oublier. La rencontre de Westminster au début du XXe siècle, mais surtout les deux congrès des écrivains et artistes noirs, en 1956 à la Sorbonne et en 1959 à Rome, sous l'instigation d'Alioune Diop, justement, qui avait créé Présence africaine. Tous les écrivains et artistes noirs se sont réunis et de là est parti un mouvement extrêmement fort qui va accélérer le processus de décolonisation, d'indépendance de l'Afrique. La négritude, c'était tout cela. C'est enracinement et ouverture. Montrer les valeurs de civilisation du monde noir, mais en même temps s'ouvrir au monde. Et Senghor dit, il faut s'enrichir des valeurs de civilisation du monde noir et s'ouvrir aux apports fécondants de l'extérieur. C'est sa phrase. Accueillir les apports fécondants de l'extérieur. Donc c'est un éternel mouvement de dialogue, un éternel mouvement de va-et-vient, un mouvement d'acceptation de l'autre, de reconnaissance de l'autre, mais un mouvement d'abord d'identité culturelle, d'enracinement dans sa culture et dans sa civilisation. Justement, M. Senghor, et pour répondre aux gens qui critiquaient la culture africaine, donc Senghor avait instauré pour la première fois au Sénégal, c'était le 1er avril 1966, si je ne me trompe pas, le premier festival des arts nègres au Sénégal. Oui, en fait, il l'a organisé. Il l'a organisé parce que justement, ça vient de ces deux congrès dont j'ai parlé, de 1956 et de 1959. Senghor a eu la chance de tous ceux qui ont participé à ces congrès-là, d'être celui qui a été chef d'État. Donc, de pouvoir avoir les moyens de parler et d'agir. Ce que tous les Noirs africains voulaient, qu'ils avaient voulu faire, eh bien, Senghor, chef d'État, l'a réalisé. C'est pourquoi André Malraux, qui était ministre de la Culture de général de Gaulle, à l'époque président de la France, mais qui est un grand écrivain et un grand spécialiste de l'art, André Malraux, est venu à ce Festival mondial des arts nègres. Il a fait un discours historique. Et dans ce discours, il dit cette phrase, pour la première fois dans l'histoire, un homme tient sur ses épaules le destin culturel de tout un continent.
mais c'est bien le destin de tout un continent que Senghor a pris en charge en réponse à une sollicitation qui avait été, à un vœu qui avait été formulé à l'occasion de ces 2 congrès. Le premier festival mondial des arts nègres, mais c'était la cerise sur le gâteau qui a permis de voir véritablement les arts nègres, les civilisations noires partout dans le monde qui ont afflué ici. C'était quelque chose de magnifique. En tout cas, on peut longuement parler sur Senghor à travers ses œuvres, du côté poétique, du côté donc de sa gestion au niveau du pouvoir et autres, mais également parler de Senghor sur d'autres aspects concernant la littérature. Parce que si on parle de la négritude, on parle de groupe d'étudiants. Mais la négritude, c'est un groupe d'étudiants qui faisait de la littérature, de la poésie. Et autres, avec Aimé Césaire. Oui, c'est le groupe de l'étudiant noir, en fait, c'est le groupe de l'étudiant noir, la revue de l'étudiant noir, qui sont en fait les principaux acteurs. Mais ils se trouvent être tous, pas seulement des étudiants, mais des auteurs aussi. C'est des écrivains. Senghor, Césaire, Damas, Birago Diop, Abdoulaye Sadji et tous les autres sont aussi des écrivains. Mais à leur mouvement, se sont associés aussi des Européens. Le mouvement autour de présence africaine, mais a été soutenu par les grands intellectuels français, et Camus, les Jean-Paul Sartre, etc. Mais ils étaient là-dedans. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la négritude. Il y a une anthologie de la poésie noire qui a été éditée dans ces années-là, 1947-48. Cette anthologie a été préfacée par Jean-Paul Sartre. Et le titre de la préface de Jean-Paul Sartre, c'est Orfeo Negro, Orphée noir. Orphée noir. C'est là qu'il dit que les Africains, les Noirs, ont ramassé le mot nègre, n'est-ce pas, qui en faisait vraiment qui les ravalait au rang vraiment de boue, mais ils l'ont ramassé et ils en ont fait une perle, n'est-ce pas, un instrument de leur propre valorisation. C'est Sartre qui a écrit ça dans l'anthologie de la nouvelle poésie africaine et malgache de langue française. Donc c'était des étudiants, mais ils étaient aussi des auteurs. Ils sont devenus, comme tous les étudiants qui se battent, ils sont devenus aussi des hommes politiques par la suite. Et c'est heureux. On ne peut pas parler de Senghor, Racine Senghor, sans ne pas parler de la négritude, où Senghor s'est beaucoup distingué. Et puis, il y a une critique qu'on peut énumérer dans cette émission également, comme on parle de Senghor. On reproche Senghor, le président poète, d'avoir attaché trop d'importance à la lettre en oubliant les besoins du peuple. Est-ce qu'il y a eu un apport par rapport à ce qu'il faisait sur la littérature et autres, bien? Non, c'est ceux qui disent cela n'ont pas compris. Senghor était un homme d'État, c'était un homme d'action. Il a bâti les fondements de l'État sénégalais. Il en a fait un État respecté et respectable. Respectable et respecté dans le monde entier. Des institutions solides. Senghor a fait du Sénégal un pays qui, dès 1960, a été dans les plus grandes instances des Nations Unies. Il a créé des institutions qui sont très solides. Il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal. Il y en a eu dans tous les pays. Au Sénégal, il n'y en a jamais eu. La démocratie, il l'a organisée. Il a créé un État fort, mais il a surtout travaillé à donner la pleine mesure de leur existence à ceux qu'il appelait les 3 P. Les 3 P, ce sont les paysans, les pêcheurs et les pasteurs. Toute sa politique était fondée sur la satisfaction des besoins de ces populations à la base qui faisaient le développement de ce pays. Et il a créé des structures pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche, pour ces paysans. D'ailleurs, quand on suit la campagne de Senghor, parce qu'il était d'abord député avant d'être président de la République. Il a commencé à être député du Sénégal. Il a été... Et c'était ça son truc de campagne, son slogan de campagne, c'était ça, de permettre à ces populations de sortir de ce qu'ils étaient. Parce qu'ils ne votaient même pas, figurez-vous, les Africains. Seules les 4 communes étaient retenues. Mais ce Senghor a permis de donner une image forte aux populations, largement, ce qu'on dirait dans les mouvements de gauche, les masses.
les masses populaires, je pense qu'il a beaucoup fait pour eux. Mais il a surtout bâti une nation. C'est vrai que, bon, il n'était pas seulement un homme de lettres, il était aussi homme politique. Homme politique. Et on confond facilement les deux. Mais on ne parle pas des autres écrivains qui n'ont pas été présidents de la République. Parce que malheureusement, il ne peut y avoir qu'un seul président de la République dans une République. Il ne peut y en avoir deux. Hein? Mais lui, il était poète. Dans Chaka, qui est un de ses plus beaux poèmes, de mon point de vue, Chaka est un poème dramatique qui dit la grandeur d'un grand héros de l'Afrique du Sud. Eh bien, il y a une sorte de tiraillement très, très cornélien dans ce drame, oui, c'est un drame, ce poème dramatique. Eh bien, c'est Chaka et Nolivé. Nolivé, c'est l'image de la femme, de son amour, de Chaka. Et à un moment, il dit des trucs qui sont très beaux, très poétiques. Et puis le coryphée qui lui dit, mais ma foi, Chaka, vous êtes poète. Il dit non. Il dit, je ne suis pas poète. J'ai tué le poète et je restais l'homme d'action. Mais ça, c'est dans le poème qu'il le dit. Mais c'est dire qu'il était conscient du fait de son ambivalence. Il est à la fois poète et politique. Il est quelqu'un qui parle de son cœur, de ses sentiments, de son âme, qui s'adresse à des cœurs, à des sentiments, à des âmes, à des sensibilités. Mais il est en même temps confronté à pouvoir. L'exercice du pouvoir, c'est une autre réalité, n'est-ce pas, qui n'est pas la réalité poétique, qui n'est pas la réalité littéraire. C'est la réalité de la main mise à la pâte, du concret, mais qui a ses contraintes. Les contraintes de devoir arbitrer. Le mot n'existe pas en poésie, il existe en administration, n'est-ce pas? Vous êtes obligé de choisir, de décider, et ça pose des problèmes que le commun des gens ne comprennent pas. Mais il faut bien distinguer le poète Senghor du président Senghor. Homme politique. Les deux se rencontrent souvent, mais il y a des voix qui sont quelquefois différentes. En tout cas, merci M. Abdoulaye Racine Senghor. Vous avez porté votre tenue de professeur de lettres pour nous faire cet exposé sur ce grand poète, ce grand grammairien, Léopold Sédar Senghor. Et nous allons parler de vous, M. Racine Senghor. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages pour petits. Il s'agit du Gandoul bleu en 2011, de Bonnet sorcier en 2011 aussi, à l'assaut du sida en 2005, chasse à Belgore en 2004, Badou le talibé et le Gandoul bleu en 2004, ce sont des ouvrages pour petits, n'est-ce pas? Oui, disons que j'aime bien écrire pour les petits et les ouvrages de jeunesse. Et là, c'est des petits romans, c'est un concept de petits romans pour les enfants. Ils sont illustrés. Et j'ai pris Sambandar Cissé, qui est un des plus grands illustrateurs de l'Afrique, qui a fait de très belles illustrations de ce texte. J'avais deux personnages de base, une fille et un garçon, Ouley et Sitou. Et je les mets dans des situations les plus différentes, les plus diverses. L'idée, c'est d'apporter quelque chose à l'imaginaire des enfants, de leur permettre de s'abreuver à quelque chose de typique, mais qui les concerne, qui est de leur environnement, et qui permet de se sentir chez eux, de s'enraciner. On parlait de Senghor tout à l'heure, mais en même temps de vivre par rapport à une sensibilité qui est différente, puisque les contextes sont différents. Oui, dans le Bonnet du sorcier, on a vu Sitou, qui était à la recherche d'une sorcière pour avoir... Voilà, en fait, voilà, c'est les histoires, il y en a beaucoup qui me sont inspirés des choses qui se passent dans ma région, au Sine Saloum, au Saloum en particulier. Et nous avons des cérémonies qui sont combinées. Dans les bonnets du sorcier, comme dans le Gandoul bleu, je combine des choses qui sont révélées par exemple, la pratique de la circoncision et des cérémonies qui étaient organisées autour. Ce n'était pas la circoncision à l'époque ancienne, c'est la circoncision dans les villes où on organisait quand même des soirées, des chants, des danses. Hier encore, j'étais à Sorano et les Arcots a joué une scène sur le Sénégal ancien et ils ont ressorti des trucs comme ça. Où le soir, les Ndiouli, les circoncis, sont là, il y a des griots qui viennent comme Bal Tam Tam
et puis on dit des chansons d'initiation. Et dans ces pratiques-là, il n'y avait pas que la circoncision et les chants d'initiation. Il y avait aussi des secrets. Donc j'ai voulu garder secret aussi, mais j'ai voulu en révéler quelques pans pour les enfants. Oui. Et donc c'est ce que je reprends un peu dans le bonnet du sorcier, dans le gandoul bleu. Ça fait un peu de merveilleux, et les enfants en ont besoin. Ailleurs, il n'y a rien de merveilleux, surtout chez le dentiste. C'est un enfant qui a mal à la dent et qui doit aller chez le dentiste. On imagine bien ce que ça va faire. Ils vont avoir peur. L'enfant va avoir peur. Il va craindre. Oui, on etc. retrouve les mêmes personnages, Sitou, être dans, Voilà. dans ces différents romans. Voilà. Et voilà, ça sensibilise également avec... Sitou et Ouley, voilà, Sitou et qui sont Ouley, des personnages qui sont... quand je pensais qu'ils étaient encore des enfants, maintenant c'est des grandes personnes. Mais enfin, on les reconnaît un peu dans l'environnement où j'ai évolué. Et il y en a quelques-uns qui ne se passent pas au Sénégal. J'ai pu aller mettre quelques scènes de mes petits romans-là au Mali et au Niger. Parce que j'ai eu la chance, pour le compte de la Banque mondiale, de travailler sur des projets où j'allais y revenir assez souvent à Bamako et à Niamey. Et donc, j'y ai rencontré aussi des personnages assez spéciaux, assez singuliers, en tout cas frappants. Et puis des endroits qui faisaient l'objet, dans mes romans, qui pouvaient faire l'objet de quelques activités. C'est le cas de Bougouni, par exemple. Bougouni au Mali, ou de Zender au Niger. C'est des noms qui sonnent bien. Et le personnage de Sitou, le nom de Sitou est un nom nigérien. C'est un prénom nigérien. Voilà. C'est un enfant qui s'appelle Sitou que j'ai connu là-bas. J'ai mis son nom. Quoi. Ah, d'accord. Ça reflète encore une fois, le roman ne reflète que ce qu'on vit, ce qu'on voit et ce qu'on sent. Et ce qu'on projette. C'est un miroir, comme disait l'autre, mais en même temps un regard, c'est une perspective, c'est un point de vue qui permet de voir devant. Et c'est ça la littérature, ce qui fait sa force, ce qui fait que les littéraires ont une grande sensibilité et qu'ils peuvent, à partir de sensations sur le réel, d'observation du réel, avoir aussi une construction tout à fait particulière, parce que chaque roman est une construction nouvelle à partir du réel, mais avec un point de vue assez singulier. Vous avez également eu à écrire d'autres œuvres comme Mangrovine, c'est un recueil de poèmes publié en 2011, Dessous la langue en 2016, Dessous la lampe en 2016, c'est récent, et Lettrine qui est un essai publié en 2018, il y a un an de cela. Voilà, c'est ça. Bon, ça, les poèmes, ça j'en écris depuis tout le temps. Mais je n'avais pas beaucoup publié. J'avais publié 2 recueils de poèmes. Je crois que, comme disait Senghor, nous sommes tous des poètes au Sénégal. Tous les Sénégalais sont des poètes. Tous les Sénégalais ont une sensibilité de poète. Et quand on les entend parler, nos langues sont très poétiques. On entend les gens parler, ils font comme M. Jourdain, ils font de la poésie sans le savoir. Ils donnent des poèmes, c'est des phrases très belles, c'est des vers qu'on entend en Wolof, au cours, voilà. On entend les proverbes, les langages courants, mais les gens sont inventifs. Ils disent des choses très belles. Si on faisait attention à la manière dont les Sénégalais parlent, on serait magnifique. Presque chaque mois, il y a un nouveau langage. Oui, et même quand on parle de langage ancien, je veux dire, c'est une formulation magnifique. Les phrases sont bien faites, les images sont très belles. Il y a beaucoup d'onomatopées. Il y a quelquefois que c'est la sonorité, c'est le son qui dit le mot plutôt que le mot, disons avec des syllabes organisées. Enfin, tout ça, ça fait que nous sommes tous des poètes. Et beaucoup ont taquiné la poésie, disons, en prenant conscience qu'ils vont écrire. Disant, je vais écrire un poème. Et ils écrivent des poèmes. Moi, je l'ai fait comme tout le monde, très jeune, et je continue de le faire. Et j'en ai publié 2. Ce qui m'a inspiré, c'est comme vous dites, les choses de tous les jours. Dessous la lampe, par exemple, c'est un recueil de poèmes dont le titre est le titre d'un des poèmes. Et ce poème-là, qui donne son titre au recueil, est un poème que j'ai écrit à partir des marches du monument à la Renaissance africaine. Est-ce que vous voyez? C'est un jour que j'étais devant
les marches du monument le soir, au coucher du soleil, et beaucoup de gamins. C'était magnifique, c'était beau. Ils jouaient, ils s'épanouissaient. Et ça m'a inspiré ce texte-là, Dessous la lampe. Et je parle des marches hautes. Hein. Il s'agit des marches du monument, hein, les 198 marches. Hein. Mais ça parle de beaucoup d'autres questions. De beaucoup d'autres questions. De tous les jours. Quoi. Quelquefois des questions bénignes, banales, d'autres fois des questions un peu plus sérieuses. Mangrovine, qui est le premier recueil que j'ai publié, Mangrovine est un mot que j'ai créé. Hein, c'est un néologisme que j'ai créé à partir du mot mangrove. La mangrove est ce paysage marin qu'on retrouve beaucoup sur les côtes, sur le bras de mer, sur les îles du Saloum, jusqu'à Toubacouta, Foundiougne, qu'on retrouve également un peu vers la Somone et en Casamance. C'est un paysage de palétuviers qui pousse dans l'eau et qui donne des voies magnifiques. C'est pourquoi les touristes ils y vont en pagaille. Et moi j'ai grandi un peu dans cette ambiance-là, de la mer, du bras de mer, des bolongs, des palétuviers, des pélicans, des oiseaux. Et c'est féerique, et tout ça, c'est vraiment féerique. Et donc ça m'a inspiré. C'est des trucs qui vous ont inspiré. Voilà. Hein, La poésie, c'est de l'inspiration, c'est la créativité. Il y a beaucoup de choses qui s'associent pour faire de la poésie. Absolument. C'est voilà. On est inspiré, c'est le mot. Inspiré, ça veut dire que voilà, ça vous entre par les pores, hein, et puis voilà, et ça ressort par la plume ou par la bouche, par la... Hein. En tout cas, merci M. Abdoulaye Racine Senghor de nous avoir gratifié votre présence ici. Et je vais vous remercier encore une fois au nom de Walfadjri. À chaque fois qu'on a besoin du monument de la Renaissance, vous nous l'accordez sans aucun problème. Avec tout le personnel qui se trouve ici, vraiment un grand merci à vous. Merci infiniment. Merci à vous d'être venu. Vous nous faites honneur aussi en venant au monument de la Renaissance africaine, qui est un espace qui s'ouvre au monde. C'est un espace qui est au Sénégal, mais qui appartient à l'Afrique tout entière, qui appartient aux Noirs, qui appartient aux Blancs d'Afrique, parce que l'Afrique n'est pas que noire, elle est aussi blanche, qui appartient aux Africains de la diaspora, et qui appartient au monde, parce que la Renaissance ne peut pas se faire dans un repliement sur soi, dans un repli sur soi. La Renaissance, c'est aussi, comme disait Senghor, qu'on se tienne les mains dans une ceinture de main fraternelle. C'est le mot de Senghor. Et c'est ce que nous voulons faire avec Walfadjri, avec tous les organes de presse, avec tous les Sénégalais, avec tout ce qui communique, pour que surtout la jeunesse prenne conscience qu'il y a quelque chose à faire dans ce pays, et le faire avancer, le faire sortir du sous-développement. Et voilà, on en a les capacités, il faut qu'on le fasse. Merci à vous. L'administrateur du monument de la Renaissance, Abdoulaye Racine Senghor, que nous recevons sur cette première manche de Cercle des Arts. Et nous allons tout de suite passer à la deuxième partie de cette émission. Nous allons clore en beauté Cercle des Arts avec une artiste qui s'appelle Choula Ndiaye. De son vrai nom, Ramatoulaye Ndiaye, c'est parti pour une prestation. Baya boyo ñaanal ñoo ñu bañ a dal suñu kaw ñoom ñi suñuy bëree yaaya boyo ñaanal ñoo baya boyo ñaanal ñoo ñu bañ a dal suñu kaw ñoom ñi suñuy bëree Yaya boyo, ñaanal ñoo, baya boyo, ñaanal ñoo, ñu bañ a dal suñu kaw ñoom ñi suñuy bëree.
bi dafa metti léegi kay suuxal moom moo ko stocké yow seeto yi seet seet jàpp naa la. Voilà Fatou. Belle prestation de Chola Ndiaye. Merci beaucoup. Chola, bonsoir. Bonsoir Fatou. Voilà, Chola Ndiaye qui est aussi sur ce plateau, le Cercle des Arts. Chola Ndiaye, connue de son vrai nom, Ramatoulaye Ndiaye. Elle a été révélée par Ouza Diallo dans leur duo, Yaay Ami, de l'album Demb, c'était en 1996. Parfaitement, parfaitement. Voilà, un parcours très... donc vous avez eu à faire, hein, depuis 1996, vous étiez jeune. Hein, oui, toute jeune, toute jeune. Je me rappelle, j'étais en classe de... fin classe 4e, je devais faire voilà, la 3e secondaire. Et je me rappelle qu'en ce temps-là, c'était l'époque de Whitney Houston, comme étant l'une des vraiment grandes voix de la musique américaine, connue en ce temps-là par son fameux hit I Will Always Love You. Alors Fatou, donc avant d'avancer, laissez-moi vous remercier déjà pour l'invitation. Ça fait longtemps que vraiment je souhaitais reconnecter avec Walf d'une certaine manière, qu'on me voit à l'œuvre musicalement. Donc c'était juste après Feu Edouard. Voilà, si je me rappelle bien, c'est l'une des grandes émissions que j'ai eu à partager avec lui. Donc big up à Walf, à toute son équipe. Vraiment, vous faites du très beau boulot, machallah. Alors, pour revenir au parcours, effectivement, et c'est en ce temps-là que Ouza m'a repéré. Parce que justement, je faisais des imitations de Whitney Houston et à un certain moment, on m'appelait WH. Whitney Houston, donc parce que voilà, non lañ ma daan dàkkantale comme on dit, et c'est ainsi que Ouza m'a imité une... Oui, I Will Always Love You, et j'avais un petit truc là que je faisais, qui faisait, voilà, crier tout le monde là, tout simplement, parce que vous savez, c'est ça que j'ai appris avec le temps, les techniques vocales. Imiter, pas pour imiter, mais imiter pour apprendre. Donc avec elle, c'était un peu ça. Donc, comme vous l'avez si bien dit, je remonte aux sources. Donc en 96, on a sorti Yaay Ami, donc qui a fait aussi, qui a eu un écho vraiment magnifiquement favorable pour nous parce que j'étais très jeune. Alors c'était compliqué parce que, waouh, en ce temps-là, être connu un peu partout au Sénégal. À cet âge-là, je le révèle aujourd'hui, mais je suis restée 3 années sans pouvoir sortir de récréation. Quand j'étais... cette petite intonation que vous avez eu à faire. And I will always love you. I will always love you. Bravo. Xam nga ayu onomatopée yu yéeme la. Avec Whitney. C'est pas évident d'imiter Whitney. Non, avec elle j'ai appris à m'écouter. C'est ça. Tout à fait. Et Yaay Ami aussi qui a eu un succès à cette époque. Vous avez interprété Yaay Ami avec Ouza. Hey maman,
et Mama, I love you. Et Mama, Mama, I love you. Voilà. Qui maintient toujours sa forme et son énergie par rapport aux chansons. J'aime l'art. Oui. J'aime l'art. Je suis une passionnée des arts. Voilà, donc justement... Depuis lors, vous exercez sur quoi? Vous continuez à faire des prestations ici au Sénégal et au niveau international? Oui, en fait, après Ouza, alors j'ai dû, d'une certaine manière, reléguer la musique, malheureusement, ma passion au second plan. Parce que tout simplement... j'ai une maman qui tenait beaucoup vraiment à l'éducation de sa progéniture. Alors, elle m'a demandé d'être patiente, d'arrêter tout et de retourner à l'école. Comme je venais d'avoir mon BFM, alors je lui ai fait promettre de me laisser revenir à la musique le moment venu, quand je me sentirai plus outillée. C'est pourquoi je prends justement cette occasion pour dire merci aux Sénégalais parce qu'ils ont été très patients avec moi. Je me moque de moi souvent, disant que j'ai la carrière la plus entrecoupée de l'histoire artistique du Sénégal. Je me suis permis, oui, je viens, je retourne pour quelque chose, je reviens, mais tout a un sens par rapport à la vision quand même que j'ai eue tout juste après, comment dirais-je, Ouza Diallo, que je remercie pour m'avoir révélé vraiment au public sénégalais par la grâce de Dieu, grand Djaraoulak. C'est quelqu'un qui a un flair artistique extraordinaire parce que c'est intéressant de le rencontrer avec sa dimension humaine. Je veux faire allusion au fait que on a pris beaucoup de temps à échanger parce qu'avant même d'accepter de travailler avec lui, disons que c'est quelqu'un qui est connu pour son côté révolutionnaire. Donc son discours vraiment faisait tilt au Sénégal, partout dans le monde. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, ce n'était plus une question de relation artistique, mais humainement c'était un papa, voilà, quelqu'un qui couvait vraiment ses enfants, comme je pourrais le dire, parce qu'il nous traitait ainsi. Et sa femme, elle a été formidable, Yaye Koumba. Donc big up à elle, à toute la famille, vraiment. Adjouza, ma sister, ma petite sœur. Donc il faut que nous fassions la acoustique tour. Donc voilà. Après ce succès éclatant, qu'est-ce que vous avez eu à faire entre-temps? Alors après, Madame Diangui, j'ai continué mon cursus scolaire pour aller jusqu'à l'université. Je faisais anglais. Je suis allée en duel 2, anglais, licence rec. Wow, musique binac. Comme on dit, l'art appelle ses hommes parfois. Je n'ai pas pu résister. Et en ce temps-là, entre-temps, vraiment, je suis tombée tout juste après Ouza sur un discours de Cheikh Anta Diop qui parle de pas mal de choses sur comment accompagner l'Afrique par rapport à son développement, se basant sur l'apport des jeunes, se basant à la base pour penser un développement local et aller vers le haut, s'appesantir aussi sur ce retour aux sources qui nous permet de faire les choses en connaissance de cause, mais s'inscrire dans une sorte de continuité historique. Au-delà de ça, l'aspect politique aussi. Donc là, le domaine culturel m'a beaucoup interpellée. Donc actuellement, je propose un univers musical qui s'appelle Choula Acoustic Tour, mais l'African Folk Acoustique. Donc après Cheikh Anta, ce discours-là, ça a inspiré actuellement tout ce que je suis en train de faire depuis on va dire, 2005. Alors, de 1996 à 2000, c'est les études. 2002, c'est les études. Université. Après, je tombe sur Youssou Ndour. Lui, c'est avec lui que j'ai fait pour la première fois la scène internationale. Donc de 2000 à presque 2003, mais presque voilà, mi-2002, je suis partie et après, j'ai travaillé avec Plan International sur un programme qui s'appelle Tour de Dior, alors où on faisait un plaidoyer sur les droits des enfants. Alors ils m'ont interpellé parmi les artistes pour leur expliquer quel est le thème sur lequel vous voudriez faire un plaidoyer sur la protection de l'enfance ou bien sur l'enfance, la petite enfance. J'ai choisi Ndiangou Djigen parce que ça me parlait. Reléguer la musique au second plan pour asseoir une base intellectuelle, ce n'était pas évident. Mais je comprenais après ce à quoi faisait allusion ma maman. Aujourd'hui, je vous parle en français, sans entre guillemets peut-être dans c'est parce que
la base, elle est intellectuelle. Et que je remercie aussi l'université parce que là-bas, c'était autre chose. Voilà, donc ce bagage intellectuel-là, je souhaiterais depuis longtemps le mettre au profit justement de l'art que j'exerce. Alors, de 2005 vers 2006, Njangum Jigen sort. Et 2006, entre 2005 et 2006, entre autres, j'ai cumulé un autre projet qui m'a mené un peu partout en Europe qui s'appelle Women Unite Sénégal. C'est un projet porté par des Hollandais. Donc, et qu'il y a Abou Cham Ngarilaw qui a été aussi à l'origine de ce concept avec une dame qui est directrice artistique, vraiment très connue et aimée des Hollandais. Elle s'appelle Léonie Janssen. On a fait une tournée de 17 dates. Et puis on est revenu. Et lors de cette tournée mondiale on tour, on nous disait qu'on était 5 femmes chanteuses d'horizons divers du Sénégal. J'étais là, Lebou, il y avait une Gaoula Halpulaar, une Gaoula Wolof, une Yaay Fall et une Diola. Donc, je les Ouli, voilà, entre autres. Maintenant, à partir de là, les Sénégalais peut-être ne le savent pas beaucoup, mais on a sorti un album international qui s'appelle Call of the Lion. Nous, Lioness, parce que nous, ils disaient que quand on était sur scène, on leur faisait allusion, penser à des lions. Nous solo ak yoy yep ñu tuddé album bi noonu. Et encore une fois pour rebondir sur Cheikh Anta, comme là-bas il parlait pas français, anglais bi moo ma permettre ñu mënon plaider pour la cause de la femme dans le domaine culturel. Ce qui fait que après nak c'est nañ am album bi defaat benen tournée des théâtres donc Belgique fu né lañ dem. Donc après bon ma pensé à Choula en tant que lead vocal et carrière solo. En tout cas, vous êtes une artiste très talentueuse. Est-ce que merci, Choula a exploité ce talent au Sénégal à travers des albums ou des duos ou autres? Alors, disons que c'est une question de choix. J'adore la musique, j'adore l'art en général. Je me suis dit à un moment donné, autant proposer une vision qui correspond un peu à comment je vois la musique. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui? La valorisation de l'identité culturelle africaine, sénégalaise, un peu lébou, un tout petit peu, mélanger. Juste pour dire que l'art, la culture peut participer aux transformations sociales positivement. Ce qui signifie que l'œuvre de l'artiste, c'est d'abord la forme, mais aussi surtout le contenu. Mes influences musicales ne me permettent pas de chanter autrement. Ce qui fait que, sur le plan musical, j'ai autoproduit un single qui s'appelle Djamireu, où pour la première fois, j'ai été en mesure de donner un avant-goût de là où j'allais. Parce que j'étais en train quand même, en sourdine, de faire de la recherche sur le patrimoine culturel traditionnel du Sénégal, sur le plan rythmique, les airs traditionnels, les langues. Et il faut prendre du temps pour ça. Quel style vous avez C'est l'African folk acoustique. Là, le son que nous allons vous proposer, qui est 7, alors, on l'a revisité parce que c'est une chanson de Youssou Ndour qui a marqué mon univers musical. Il y a aussi Souleymane Faye dans Tchorobay Samb. Donc tout ça là, et il y a Ouza, il y a tant d'autres, Mam Khar Mbaye, Aya Bimbam. Alors, je me suis approprié ce qui est mien. Je n'ai pas voulu, bien qu'on m'a connu avec une chanson en anglais, où je chantais en anglais, parce qu'en ce temps-là, l'influence était américaine. Mais quand il a fallu justement, pour répondre à votre question là, plus précisément, penser à une musique qui me correspond, j'ai interrogé mon éducation, ma culture, mon pays, l'histoire de mon pays, plein de choses qui entrent en jeu, qui font que, aujourd'hui, je souhaite proposer l'African folk acoustique comme genre musical de Choula. J'ai déjà proposé Djamireu, les fans le connaissent bien, Baounan aussi, et maintenant, actuellement, nous sommes en train de préparer 2 albums EP et un album solo grand format. Donc on va proposer un coffret. Ce qui fait que, sous peu, ils vont nous avoir à l'œuvre à travers un album qui va accompagner la tournée que nous sommes en train de faire, qui est Choula Acoustic Tour. Voilà. D'accord. Vous avez également un concept Picture Ramato. C'est quoi ça, ce concept? Comment vous pouvez décrire? Ok. All right. Ok. Picture Ramato.
Vous savez, je m'appelle Ramatoulaye Ndiaye, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, que personne pense que le nom de mon groupe s'appelle Ramatou. Voilà, c'est pas ça mon repère. Puis Ramatou, il y a une histoire un peu bizarre là, que j'ai vécue toute petite. J'étais avec ma petite sœur Anna. Et vous savez, ma maman, elle travaille au port. Alors, elle se levait voilà, très tôt, le matin. Alors, le temps qu'on l'attende, qu'elle lave ses enfants avant voilà, de les préparer à aller à l'école, l'attente là, j'étais toute seule avec ma petite sœur et il ne faisait pas très clair. Il y avait tout le temps le piaillement, gazouillement d'un oiseau. En fait, ce son-là, c'est après que j'ai découvert, parce que j'ai regardé après, pourquoi à chaque fois qu'on se lavait à ce moment-là, j'entendais cette mélodie-là. Alors, j'ai fait juste le rapprochement entre le fait, bon, je m'appelle Ramatoulaye et ça c'est Pitchi Ramatou. Et ils sont toujours deux, Pitchi Ramatou. Au moment où je devais trouver un nom pour le groupe, j'ai pris Ramatou Band parce que Pitchi Ramatou, on dit que c'est un oiseau de bon augure. C'est un oiseau connu pour sa persévérance à bâtir son nid. C'est ça ma motivation. Bien investi, hein? Donc c'est la première fois que j'en parle parce que pour beaucoup, le nom de ma formation c'est Ramatoulaye, c'est parti de Ramatoulaye, Choula et le Ramatou Band, mais c'est en fait Pitchi Ramatou que voilà. L'oiseau aussi fait penser au voyage. Grâce à la musique, on voyage, on fait penser à des choses de la vie. On partage le sens aussi du partage, mais surtout arriver à créer le commun là où la langue n'est pas une barrière. C'est ça la culture. Donc Pitchi Ramatou, c'est juste la culture. Et bonne explication, Choula, pour votre dernier mot. Alors, quel est votre message hein? Vous pouvez donc, alors, juste dire aux Sénégalais qu'on est là. Nous avons initié le Choula Acoustic Tour depuis 2010. Nous avons commencé la phase promotionnelle depuis le 7. D'ailleurs, c'est la raison de notre présence ici. Et que nous les invitons à s'approprier alors le concept. Alors, di ñaan nak jàmm. Voilà, ñaan jàmm parce que la chanson officielle de la tournée c'est Jàmmi Réew. Et de par là, vraiment nous prions pour la paix des cœurs, pour la paix dans le monde tout court. Et puis que le monde artistique aussi comprenne qu'on est là pour eux aussi. Et que ce que nous allons proposer, nous souhaiterons que cela soit la culture au service du développement. Donc c'est juste ça mon message. Et leur dire que à bientôt, Inch'Allah, avec peut-être d'autres belles aventures culturelles. Merci beaucoup. Également voilà, Bounama, voilà, ils sont du Ramatou Band. Donc Bounama, il est guitariste. Voilà, Baye Oumar, il m'accompagne aussi aux percussions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Merci Choula Ndiaye d'avoir participé à cette émission. Un grand merci donc à toute l'équipe qui m'a accompagné. Salut Oubey, Pape Modou Faye. Merci également à Ouzin. Merci côté montage à Barak Bey. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivent tous les soirs, tous les samedis soirs, donc dans l'émission Cercle des Arts. On se donne rendez-vous dans 15 jours, Inch'Allah.
Kandaweru, Kandau, Kandau, Kandaweru, Kandau, Kandau, Kandaweru, Kandau, Kandau, Kandaweru.